Le président des États-Unis, Donald Trump, a limogé mardi 9 mai le patron du FBI, James Comey. Ce dernier était en charge d'une enquête sur une prétendue collision entre l'équipe de campagne de Trump et Moscou dans les élections présidentielles américaines de 2016. Sous quel contexte placez-vous ce limogeage? Il s'agit d'un contexte qui est très particulier en ce moment autour du président Trump. On le sait très bien, déjà, c'est toujours assez opaque et assez compliqué dans les principaux services, parce que vous savez, il y a 16 agences de services aux États-Unis, mais les deux principales sont la CIA et le FBI. Donc déjà, c'est assez compliqué. Deuxièmement, il y a en ce moment, entre le président Trump et les différentes personnes qui sont autour de lui, certaines tensions, à savoir surtout en ce qui concerne les affaires étrangères, les relations avec Moscou, les relations avec la Syrie. Et nous savons très bien que récemment, il y a eu un début, je dirais, de mésentente avec les frappes américaines qui sont intervenues à Damas sans le consentement, je dirais, total du président Trump, qui s'est fait en fait avoir par quelques-uns de ses conseillers qui sont plutôt à la solde d'Israël. Selon le président russe, le limogeage du patron du FBI n'aura aucun impact sur les relations russo-américaines. Quel est votre avis à ce sujet? En effet, il y a autour du président Trump pas mal de personnes qui sont encore en très bonne relation avec la Russie. Notamment, je peux vous citer par exemple le général Paul Vallely, qui est un ancien général de l'armée américaine et qui lui-même est assez proche de Moscou, en particulier du ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, et aussi de M. Bogdanov, qui est quand même une personnalité assez influente, aussi bien aux affaires étrangères qu'à la présidence de la République russe. Donc la porte n'est pas du tout totalement fermée, contrairement à ce que certaines voix le laissent entendre. Et en effet, il y a un processus qui est en train de réchauffer les relations américano-russes pour éviter qu'il y ait un conflit, je dirais, beaucoup plus important que celui si vous voulez, cette tension et ce froid qui a toujours existé entre Moscou et Washington, même après la fin de la guerre froide. En effet, il y a eu beaucoup de contradictions. Comme vous le savez, le président Trump, pendant la campagne électorale, il s'est rapproché ouvertement, c'est-à-dire dans ses discours, en disant qu'il ne faut plus traiter Moscou comme adversaire, mais plutôt comme partenaire. Et c'est pour cela qu'il y a eu un réchauffement, et puis, bien entendu, il y a une certaine presse qui a un peu exagéré, ou même je dirais trop exagéré, en essayant de dire que les Russes ont travaillé pour l'élection du président Trump à la tête de l'État. Et puis, malheureusement, il y a eu cette affaire syrienne dans laquelle il y a eu une divergence totale, une divergence non pas entre les deux chefs d'État, c'est-à-dire le président Poutine et le président Trump, mais c'est surtout au niveau du lobby, du groupe de pression qui lui-même téléguide la politique étrangère américaine, il faut le dire, c'est le lobby de l'AIPAC et donc ce qu'on appelle le lobby sioniste. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a eu une divergence qui est apparue à un moment donné comme l'ébauche d'un éventuel conflit entre les Américains et les Russes, un conflit qui pouvait menacer la paix et la sécurité internationale, parce que c'est un conflit entre les deux superpuissances. Donc pour le moment, c'est dans l'intérêt des deux d'obtempérer. Ça ne va pas être du jour au lendemain, ça va attendre quelques temps, mais ces relations doivent obligatoirement aller plutôt vers un consensus, malgré bien sûr certaines oppositions
qui sont faites de part et d'autre. Et puis il faut dire que même les Israéliens ne veulent pas ou ne peuvent pas mettre, comme on dit, leurs œufs dans le même panier. Autrement dit, ils doivent se partager entre les États-Unis et Moscou. Jusqu'où ira Trump dans ses prises de décision surprenantes? Alors, vous savez que le président Trump, pendant la campagne électorale, il s'est présenté comme un candidat hors système. Il essaye, ou il a essayé plutôt de l'être, eh bien, il s'est rendu compte que ce n'est pas une tâche facile, que même s'il veut dépasser ce système et, je dirais, cette tradition d'exercice de pouvoir à Washington, il aura toujours directement, voire indirectement, et c'est ça qui est le plus important en matière de politique américaine, parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs pôles qui exercent effectivement le pouvoir aux États-Unis, et ce n'est pas simplement le chef de l'État comme le prévoit la Constitution ou comme certains observateurs le laissent entendre ou croire. Vous avez d'une part, certes, le président de la République, mais vous avez également donc le Congrès, le Sénat, vous avez aussi donc le Pentagone et vous avez les anciens généraux de l'armée, mais encore beaucoup plus important que l'ensemble, vous avez d'une part, surtout en matière de politique étrangère, les services secrets, comme je vous l'ai dit, il y a environ 16 agences secrètes, et il y a également ce qu'on appelle les lobbies de pression, les lobbies en anglais ou les groupes de pression en français, qui font partie de cet establishment, qui édictent sa volonté, et tous ces groupes-là entrent en conflit entre eux. Donc c'est au président Trump de pouvoir jongler. Et je sais que ce n'est pas une chose facile pour quelqu'un qui n'appartient pas au système et à ce qu'on appelle en américain ou en anglais les establishments. Donc il faut attendre, il faut voir quand même que le président Trump puisse acquérir au moins encore pendant quelques mois une certaine, je dirais, habitude à l'exercice de ce pouvoir avec ces différents pôles qui s'enchevêtrent, pour voir effectivement ce que le nouveau président américain va pouvoir exercer ou effectuer sur la scène internationale.